Bonjour, chers étudiants. Cette vidéo représente la correction du TP1 du programmation. C'est un TP pour les débutants qui décrit pas à pas les étapes à suivre pour programmer en C++. Alors, les objectifs du TP1 sont tout d'abord se familiariser avec l'environnement Linux. Alors, c'est une occasion pour découvrir cet environnement. Comme ça, si vous passerez un stage dans une société où vous trouverez que le Linux, vous pourrez se débrouiller facilement. Deuxièmement, découvrir les étapes pour programmer en C++. Alors, j'ai expliqué dans la vidéo précédente les étapes pour programmer, qui sont l'édition, la compilation et l'exécution. Sur ce TP, on va appliquer chaque étape. Et troisième point, troisième objectif, utiliser les deux modes ligne de commande et IDE pour faire un programme. Donc, je vais vous montrer les deux méthodes. Après, bien sûr, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, on commence. Donc, ça, c'est juste un rappel sur les étapes de programmation. Voilà. TP1, étape à suivre pour la programmation en ligne de commande. Donc, il existe deux méthodes d'interface utilisateur qui permettent de dialoguer avec la machine. Il y a l'interface graphique et la ligne de commande. Dans n'importe quelle machine informatique, voilà, on trouve l'interface. Bien sûr, je parle des ordinateurs. Il y a l'interface graphique. Il y a le mode commande. Le mode commande, par exemple, dans Windows. Voilà. Je vais utiliser CMD. Donc, voilà. Le mode commande. Donc, on travaille souvent, on travaille beaucoup avec l'interface graphique, mais il y a aussi le mode commande. Pour Linux, voilà, donc moi, j'ai travaillé, donc j'ai déjà expliqué mon environnement de travail. J'ai installé VMware et après, j'ai utilisé le Linux sur VMware. Donc, VMware, c'est quoi? C'est un logiciel qui permet de faire la virtualisation, c'est-à-dire vous pouvez avoir plusieurs machines virtuelles sur votre machine réelle. Par exemple, moi je travaille pas beaucoup avec Linux, donc je veux pas l'installer sur ma machine réelle. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai installé virtuellement sur la machine virtuelle qui est VMware. Voilà. Alors, sur Linux aussi, il y a deux méthodes. Il y a l'interface graphique. Donc, comme vous voyez, voilà les logiciels bureautiques. Voilà le Writer, Calc, Impress. Donc, c'est la suite bureautique Word, Excel, PowerPoint qu'on a sur Microsoft. D'accord? Donc, voilà, vous pouvez bien sûr après surfer sur l'environnement Linux et découvrir cette interface graphique. Après, il y a aussi le mode commande. Donc, voilà, donc si on veut accéder au mode commande, voilà, je tape sur ce bouton. Après, je vais choisir terminal. Et voilà, on est maintenant en mode commande. Voilà. Alors, on continue. La ligne de commande. Alors, étape 1. Donc, on va faire chaque étape. Alors, étape 1, préparation d'un espace de travail. Ouvrir l'application terminal. Donc, soit on va l'ouvrir comme ça manuellement. Donc, on va accéder à partir de ce bouton-là. Soit on va cliquer sur les deux touches à la fois, CTRL et ALT, pour avoir le terminal. Après, notez le nom du répertoire d'accueil. Commande PWD. Alors, donc je vais noter cette commande.
Voilà, donc PWD, il permet de faire quoi? Donc, il permet d'afficher le chemin d'accès vers le répertoire où se situe l'utilisateur qui a entré la commande. D'accord? Donc, c'est ça, le répertoire d'accueil où, bien sûr, l'utilisateur, par exemple ici, Wahabi, existe. Après, la question 3, créer un nouveau répertoire appelé TPS4 avec la commande mkdir TPS4. Alors, on va faire kdir TPS4. Donc, ça permet de faire quoi? Tout simplement, ça permet de créer un dossier qui s'appelle TPS4 où on va le déplacer. Il va exister dans cet répertoire. D'accord? Après, se placer dans le nouveau répertoire TPS4 avec la commande cd TPS4. Pour se déplacer dans le répertoire mkdir, donc je vais faire cd TPS4. Voilà, donc comme vous voyez maintenant, on est dans le répertoire TPS4. Après, afficher le contenu de ce répertoire avec la commande ls-l. Voilà, je vais faire ls-l. Alors, cette commande, il permet de faire quoi? D'afficher le contenu de répertoire TPS4. Alors, le total, c'est 0, bien sûr. On vient de créer ce répertoire. Donc, tout simplement, elle est vide. Voilà, bien sûr, le résultat. Votre espace de travail est vide. Alors, qu'est-ce que nous avons fait dans l'étape 1? On a créé tout simplement, on a bien sûr se déplacé dans le répertoire d'accueil avec la commande PWT. Après, on a créé dans le répertoire d'accueil un dossier qui s'appelle TPS4. Après, on s'est déplacé vers le dossier TPS4 et après, on a affiché le contenu de TPS4. D'accord? Donc, c'est ça. C'est ça, voilà le contenu de l'étape 1. Passons maintenant à l'étape 2. Alors, pour l'étape 1, ça consiste à la création de fichiers. On va utiliser l'éditeur de texte Gedit. Donc, c'est le éditeur qui s'installe par défaut avec Linux Ubuntu. Mais vous pouvez bien sûr utiliser d'autres éditeurs comme VI, ainsi de suite. Donc, on va créer un nouveau fichier appelé tp1.text, bien sûr avec la commande gedit tp1.text end. Alors, cela signifie quoi? Donc, tout est expliqué dans le TP. Alors, gedit, c'est le nom de l'éditeur. TP1, c'est le nom du fichier. TXT, c'est l'extension de fichier parce que c'est un fichier texte. Donc, si on utilise par exemple un autre type de fichier, donc l'extension, ça va changer. Le nom, bien sûr, ça peut changer. Donc, si aussi on utilise un autre, par exemple, éditeur VI, donc on va faire ici VI, ainsi de suite. Et end, c'est pour naviguer librement entre l'éditeur et terminal. Donc, une fois le fichier est ouvert, vous pouvez écrire dedans votre projet. Une fois terminé, il faut enregistrer votre travail et le fermer. Alors, voilà, on va faire cela. Donc, chez Edit, tp1.txt end. Alors, comme vous voyez, donc ça va être créé dans le répertoire TPS4. Voilà.
Donc, le fichier, elle est ouverte maintenant. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans le fichier. Et bien sûr, lorsque vous terminez, vous faites enregistrer. D'accord? Voilà. Et on ferme. Donc, nous, on n'a rien écrit sur ce fichier. Voilà. Après, on va le fermer. Donc, revenons à notre TP. Donc, on a fait la question 1. Maintenant, la question 2. Notez les caractéristiques de votre fichier avec la commande ls-l. Donc, la commande ls-l, ça permet de noter, ça permet d'afficher les caractéristiques des fichiers, comme il permet d'afficher le contenu des répertoires dans Linux. Alors, on va exécuter maintenant cette commande. ls- espace -l. Voilà. Donc, comme vous voyez, maintenant, elle a décrit les caractéristiques de ce fichier. Donc, voilà. Donc, cela signifie quoi? RW, R, les tirés. Donc, Wahabi, donc c'est l'utilisateur. Donc, comme vous voyez là, c'est l'heure. Ça, c'est le mois. La date, l'heure, le nom de fichier. D'accord? Nous avons dit ici, c'est l'utilisateur. Et ici, ça signifie quoi? RWR ou c'est tiré, ce sont les droits d'accès. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire les droits d'accès? Ou bien ça signifie quoi? Alors, pour les droits d'accès, comme vous voyez, il se constitue de 10 caractères. Donc, le premier caractère, elle est réservé pour afficher le type de fichier. C'est-à-dire, est-ce que c'est un fichier? Donc, si c'est un fichier, donc là, il va mettre un tiret. Donc, si c'est un répertoire, donc là, à la place de ce tiret, on va trouver la lettre D. Donc, si c'est un lien, on va trouver la lettre L, ainsi de suite. Donc, le premier caractère, elle est réservé pour afficher le type de fichier. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ici? On a un fichier. Donc, ici, on a mis un tiret. Donc, les fichiers. Donc, lorsqu'on a des fichiers, on met ici le premier caractère, elle est définie sur tiret. Après, les 3 caractères. Donc, comme vous voyez, il y a 3 blocs. Donc, chaque bloc, elle est constitué de 3 caractères. Donc, ces 3 caractères, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve R, W, X. La même chose ici. R, W, X, R, W, X. Alors, qu'est-ce que signifie R, W, X? Alors, ce sont R, c'est-à-dire droit de lire le fichier ou bien lister le répertoire si c'est un répertoire. W, il permet de montrer les droits d'écrire dans le fichier ou bien la modification du répertoire, c'est-à-dire la création et la suppression des fichiers dans un répertoire. Et X, c'est exécuter, droit d'exécuter le fichier ou bien traverser le répertoire. D'accord? Alors, pourquoi ça se répète 3 fois? Donc, le premier bloc, c'est pour les droits concernant le propriétaire de fichier. Le deuxième bloc, ce sont les droits consacrés les membres de même groupe que le propriétaire de fichier. Et le troisième bloc, c'est pour les autres utilisateurs qui utilisent votre machine. Alors, si on place par exemple W par un tiret, c'est-à-dire il n'a pas le droit d'écrire. D'accord?
par exemple X, donc les utilisateurs, ils n'ont pas le droit d'exécuter ce fichier. D'accord? Alors que l'utilisateur, elle a le droit de lire et de modifier le fichier courant. D'accord? Voilà donc ça concernant les droits d'accès des fichiers sous Linux. Alors revenons à notre TP. Donc on a expliqué cette ligne concernant les droits d'accès affichés par la commande ls-l. Donc maintenant, créer un fichier appelé tp1.cpp. D'accord? À noter, le fichier que vous allez préparer va contenir votre demande à transmettre à la machine. On fait donc appel à un intermédiaire entre l'utilisateur et la machine compilateur, le compilateur G++. Alors, pour créer un fichier tp1.cpp, donc on va faire la même chose. Gedit, toujours dans le répertoire TPS4, gedit tp1, mais là on va changer l'extension cpp. Alors, c'est-à-dire c'est un fichier qui va faire quoi? Alors, c'est un fichier qui va contenir notre programme. Donc là, on est dans l'étape, la première étape de la programmation, c'est l'étape de l'édition. Alors, on a créé un fichier qui s'appelle tp1. Donc, il a comme extension cpp. Donc, à noter que si on programme avec le langage C++, les fichiers se terminent avec l'extension cpp. D'accord? Là, on va mettre notre programme et après, on va mettre enregistrer et fermer le programme. Alors, le fichier qu'on a créé maintenant, il va contenir quoi? Il va contenir notre demande à transmettre à la machine. D'accord? Et comme nous avons déjà dit, il fallait quoi? Il fallait un compilateur qui fait la traduction, pour faire la traduction de ce programme en un langage machine. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un compilateur. C'est l'étape suivante qui est étape 3, compilateur C++. Alors, la première question, vérifiez, ou la première étape, vérifiez votre compilateur avec la commande gcc-v ou bien g++-v. Alors, gcc-v, c'est pour vérifier le compilateur qu'on utilise pour la programmation avec le langage C, alors que G++, c'est le compilateur qu'on utilise avec C++. Voilà, donc on vérifie s'il existe ou bien non. Donc on va mettre GCC. Oui. Moins V. V, c'est-à-dire la version. Voilà. Usine. Donc comme vous voyez, elle est bien installée. Il vous montre aussi la version qui est installée. Donc, s'il n'est pas installé dans cette version ou bien dans cette distribution de Linux, il va afficher un message comme quoi ce répertoire n'existe pas, il fallait l'installer. D'accord? Maintenant, on va vérifier le compilateur G++ s'il existe ou bien non. Donc, on va mettre G++ -v. Voilà, elle est aussi bien installée sur notre machine. Donc, voilà la version de ce compilateur. D'accord? Donc, bien sûr, la même chose. S'il n'existe pas, il va afficher un message comme quoi il n'existe pas. Il fallait
il fallait le télécharger, il fallait bien sûr l'installer. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour la première des choses que vous devez commencer pour commencer la compilation. Donc vous devez tout d'abord vérifier si votre compilateur existe ou bien il fallait l'installer. Après, la deuxième question, vous avez déjà créé deux fichiers appelés tp1.txt et tp1.cpp. Alors maintenant, il faut saisir les deux commandes g++tp1.txt et donc c'est-à-dire, donc cela signifie quoi? C'est-à-dire on va compiler notre fichier texte et on va compiler notre fichier .cpp. Donc on va faire ces deux commandes et on va voir ça va donner quoi. G++. Oui, donc on met le nom de compilateur. Donc nous on travaille avec C++. Et après on met le nom de fichier tp1. Donc vous remarquez même les deux fichiers, ils portent le même nom mais avec des extensions différentes. Donc on va saisir la deuxième commande g++ tp1.cpp et on va voir est-ce que ça va afficher le même message. Alors, on va lire les deux messages. Donc, lorsqu'on a compilé le fichier texte, donc le message fichier non reconnu, fichier tronqué, erreur. D'accord? C'est-à-dire, tout simplement, le compilateur ne connaît pas ce fichier texte. Le compilateur est là pour compiler les fichiers de langage C++. D'accord? Donc, il compile juste les fichiers .cpp et non pas les fichiers texte. C'est pour ça qu'il n'a pas reconnu ce fichier. Alors, passons maintenant à la deuxième commande. Donc, g++ tp1.cpp. Alors, quel est le message affiché? Voilà, donc dans la fonction start, référence indéfinie vers main. D'accord? Erreur. C'est-à-dire, la fonction start, c'est-à-dire qui va commencer, il n'a pas trouvé la fonction main. D'accord? Donc, dans le fichier, lorsque le compilateur il a commencé à compiler le fichier tp1, il n'a pas trouvé la fonction main. Donc, la fonction main, c'est la fonction principale qui permet de faire la compilation de fichiers. D'accord? Alors, revenons à notre TP. Les résultats, cette opération est appelée compilation d'un programme. Notez le résultat d'erreur entre ces deux fichiers. Nous avons déjà expliqué ces deux erreurs. Il faut un fichier de type .cpp pour le compilateur G++. Donc, nous avons déjà vu que lorsqu'on a compilé le fichier .txt, donc, elle a affiché un message comme quoi il n'a pas reconnu ce fichier. Donc, pour compiler avec le G++, il fallait un fichier de type .cpp. D'accord? Alors, mais dans le fichier CPP, avec le deuxième fichier, vous avez un message de manque de fonction principale. D'accord? Donc, s'il n'y a pas cette fonction, donc, le compilateur, il va afficher un message d'erreur parce que c'est la fonction principale qui doit se trouver dans n'importe quel programme, que ce soit C ou bien C++. Donc, la quatrième question, essayez maintenant de saisir cette fonction dans votre fichier tp1.cpp, enregistrer et refaites la compilation de ce programme. Voilà, alors on va ouvrir maintenant
notre fichier. Voilà notre dossier TPS4. On va ouvrir notre fichier .cpp. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir la fonction main. Voilà, c'est une fonction main. Et après, on va ouvrir les accolades. Voilà, donc les accolades, c'est-à-dire le début, la fin du programme. Après, on va faire enregistrer et fermer le fichier. Donc, fermer le dossier. Alors, revenons à notre TP. Donc, essayez maintenant de saisir cette fonction dans votre fichier. Nous avons déjà saisir cette fonction. Après, enregistrer et refaites la compilation de ce programme. Voilà. On va refaire la compilation. G++, voilà. Est-ce qu'il va afficher le même message? Non. Donc, si vous avez remarqué, avant, elle a affiché ce message de manque de fonction. Maintenant, la compilation, elle est bien faite. Parce que la fonction main, elle se trouve. Alors, vous n'avez pas maintenant d'erreur. 6. Vérifiez avec la commande ls-l. Vous allez voir un nouveau fichier a.out. Oui. Alors, on va faire ls-l. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, il y a deux fichiers. Donc, nous avons déjà créé deux fichiers dans ce répertoire. tp1.txt, tp1.cpp, mais il y a un autre fichier qui s'appelle a.out. D'accord? Alors, cela signifie quoi? Donc, lorsqu'on a exécuté notre programme, on a compilé notre programme, donc la machine, elle va nous envoyer une réponse. Donc, la réponse, elle va l'envoyer sur un fichier, voilà, avec extension out, et elle a comme nom A. D'accord? Donc, le fichier a.out, il contient la réponse de la machine. D'accord? Alors, le nouveau 4, structure d'un programme C++. Le nouveau fichier a.out transmet la réponse de la machine à votre demande. Voilà, donc c'est ce que nous avons déjà dit. Donc maintenant, saisir ./a.out. Voilà, on va saisir cette commande. Point. Alors, voilà. On va faire entrer.
Alors, qu'est-ce que ça signifie cette ligne? Donc, ça, c'est l'étape de l'exécution. D'accord? Donc, nous avons déjà édité notre fichier texte, nous avons notre fichier .cpp, nous avons déjà ajouté la fonction main. C'est ça l'étape de l'édition que nous avons fait. Après la deuxième étape, nous avons compilé notre fichier avec G++. Et la dernière étape, c'est l'exécution. D'accord? Pour exécuter un fichier, on utilise // et le nom de fichier. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Rien ne se passe, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a rien ajouté, on n'a rien demandé dans notre programme. Nous avons déjà fait juste la fonction main. Donc, voilà, donc c'est pour ça. Donc, la machine, elle a rien fait comme réponse. Alors, passons maintenant à la question 2. Alors, la deuxième question, c'est ici dans le programme tp1.cpp, ce programme, d'accord, pour voir ce qui va passer ou ce qui va passer après, parce que qu'avant nous avons saisi que la fonction main, ça va rien donner lorsqu'on a compilé et exécuté le fichier tp1.cpp. Alors, donc on va saisir ce programme dans le fichier, voilà, on va ouvrir notre fichier tp1.cpp, on va effacer la fonction que nous avons déjà écrite, on va saisir ce programme, enregistrer, voilà. Fermer. Revenons à notre compilateur. Alors, enregistrer ce programme, nous avons déjà enregistré, le recompiler et l'exécuter. D'accord? Le recompiler, c'est-à-dire, on va mettre G++ tp1.cpp. Donc, nous avons édité notre programme. Après, on va le recompiler pour traduire ce code en langage machine. Alors, il y a quoi comme message? Fatal erreur. Input-output string.h. Aucun fichier ou dossier de ce type. Include.h. C'est-à-dire, donc il y a erreur dans cette ligne. Quelle est l'erreur? Donc, il n'a pas reconnu ce fichier-là. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, à noter, les fichiers d'entête standard ne possèdent pas d'extension .h. C'est pas comme le langage C. Donc, les fichiers d'entête, ils possèdent l'extension .h. En C++, les fichiers d'entête ne possèdent pas .h. Donc, on va ouvrir notre fichier. Et on va effacer l'extension .h. C'est un .h signifie header, c'est-à-dire c'est un fichier d'entête. Mais même si c'est un fichier d'entête, mais il ne doit pas prendre l'extension .h. Voilà. Après, on va faire enregistrer. Donc, revenons à notre terminal. On va refaire maintenant la compilation. Oui, donc maintenant, ça passe. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire après? On doit exécuter notre programme.
Alors, pour exécuter le programme, on doit mettre, voilà, .a, ./a.out. Donc, lorsqu'on a compilé ce programme, on a envoyé le programme, on a traduit le programme en un langage machine. Et bien sûr, la machine, il va lire notre programme, il va nous répondre. Il va transmettre la réponse sur le fichier 1.out. Donc, on va exécuter le fichier 1.out et on va voir la réponse de la machine. Donc, elle a dit « Bonjour, saisir les variables A et B. » Par exemple, 7, 8. Le résultat, c'est C égale A fois B, c'est-à-dire 7 fois 8, c'est 56. D'accord, donc elle a bien répondu sur notre programme. Donc revenons à notre TP. Enregistrer ce programme, le recompiler et l'exécuter. Après, commenter les actions suivantes. Float, c'est on, c'est out, c'est in, and line, ainsi de suite. Alors, on va voir maintenant l'explication de chaque ligne. Voilà, on revient à notre programme. Alors, la première ligne, donc, include, input, output, stream. Donc, cela signifie quoi? C'est-à-dire inclusion de la bibliothèque standard pour les entrées et les sorties. Les entrées et les sorties, c'est-à-dire, voilà, les C-out et les C-in. Ils se trouvent, ce sont les entrées et les sorties de notre programme. Ils se trouvent dans la bibliothèque Input, Output, Stream. Donc, Input, Output, Stream, c'est-à-dire flux d'entrée et de sortie. C'est une bibliothèque qui contient toutes les entrées et les sorties. D'accord? Après, using namespace std. D'accord? C'est-à-dire standardiser les mots-clés en C++. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire les mots-clés de la bibliothèque, c'est-à-dire cout, bien cin, bien tous les mots-clés qui se trouvent dans la librairie standard input, output, stream, cela nécessite l'utilisation d'un préfixe std. D'accord? Deux points. Donc, pour simplifier le code, au lieu d'utiliser à chaque fois std, donc par exemple, si on n'a pas mis cette ligne ici, on doit mettre ici std. Deux points. Ça aussi, on doit mettre std, deux points. Sinon, ça va pas marcher, ces préfixes. D'accord? Donc, au lieu d'encombrer notre programme, donc on va effacer ce mot-là et on va utiliser using namespace pour standardiser l'utilisation std. Cela signifie standard, c'est pour standardiser l'utilisation des mots-clés qui se trouvent dans la bibliothèque input, output, stream. Après, la troisième ligne, c'est la déclaration des variables. Lorsqu'on dit la déclaration, c'est des variables. Alors, c'est-à-dire, on a réservé un espace mémoire pour chaque caractère. D'accord? Nous avons, donc cette variable, nous avons consacré un espace mémoire pour A, pour B et pour C. Après, int main. Donc, ça, c'est la déclaration de la fonction principale. Donc, lorsqu'on dit la fonction main, c'est le point de départ de n'importe quel programme en C ou bien en C++. D'accord? Donc, l'exécution de tous les programmes, il commence par la fonction principale main. Et après, c'est out. Alors, c'est pour afficher en écran des messages. Alors, le message qu'on va
affiché, il doit être en guillemets. Après, Sein, c'est pour saisir des données, bien sûr avec le clavier. Après ça, c'est l'opération arithmétique, c'est la multiplication. Et après, afficher le résultat. Donc, c'est out, il va afficher le résultat en écran. Donc, on utilise le mot-clé endline, c'est-à-dire, cela signifie bien sûr fin de ligne. D'accord, on utilise /n pour, donc dans C++, pour enlever l'ambiguïté dans le code, on a mis le préfixe endline. Voilà, donc c'est tout pour ce programme. Donc pour chaque ligne. Donc, structure d'un programme en général en C++, on doit mettre include les entêtes ou bien les classes de notre programme. Après, on va mettre using namespace pour la standardisation des mots-clés. Après, on va déclarer les variables. Donc, int main, ouvrir l'accolade. Donc, c'est la fonction principale. On va ouvrir l'accolade. On va écrire après les instructions principales de notre programme. Et après, on va fermer notre programme. Voilà, donc, c'est ça la structure générale d'un programme en C++. Après, il y a bien sûr le résumé, donc je vous laisse le temps pour lire bien sûr le résumé. Alors, donc ça c'est pour le TP1. Donc il y a un TP, il y a aussi un compte rendu. D'accord? Le compte rendu que je vous ai donné dans TP1, voilà. Voilà, travail à domicile. Parce que j'ai reçu plusieurs questions concernant le travail à faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, madame? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire juste le mot de commande ou bien est-ce qu'on va travailler avec l'IDE? J'ai pas un PC, comment je vais faire? Alors, je vais lire le travail à domicile. Bien sûr, c'est un travail à noter. Donc, premièrement, pour programmer avec C++, on utilise le mode commande. Donc, nous avons appliqué les étapes décrites dans le TP1. Donc, vous devez refaire toutes ces étapes que nous avons fait et m'envoyer un rapport sur ces étapes. D'accord? Après, programmer avec C++ en utilisant IDE. Ce n'est pas tout. Donc, il faut faire les deux cas. D'accord? Donc, il faut appliquer le TP1 et après utiliser un IDE. Comme ça, je vois que vous pouvez faire les deux choses à la fois. D'accord? Après, vous pouvez installer un IDE pour faire la programmation. Donc, la première question, télécharger et installer un IDE de votre choix. D'accord? Vous avez le choix d'utiliser l'IDE que vous voulez. Créer un nouveau projet et enregistrez-le. Éditer et compiler le programme de multiplication vu précédemment. Notez le fichier généré par votre IDE après l'exécution de votre programme. Après la fermeture de votre IDE, rouvrir votre projet. Faire un compte rendu qui décrit les étapes précédentes. D'accord? Donc voilà, donc vous pouvez installer l'IDE que vous voulez. Par exemple, moi j'ai CodeBlocks. J'ai déjà installé le CodeBlocks. Voilà.
Donc, télécharger et installer un IDE de votre choix. C'est la première question. Donc, voilà, je vais démarrer mon IDE. Créer un nouveau projet et enregistrer-le. Voilà, on va créer un nouveau projet. File, New, Project. Console, après choisir console d'application. Go, Next. C++, choisir est-ce que vous travaillez avec C ou bien C++. Next, donnez un nom à votre projet, par exemple TP1. Alors, choisir l'emplacement. Donc là, je vais le mettre dans Desktop. Et voilà, Next. Finish. Voilà. Donc voilà mon programme. Après, éditer et compiler le programme de multiplication vu précédemment. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va éditer le programme qu'on vient de voir. Alors, après la création du projet TP1, voilà les fichiers générés. Donc, on trouve deux fichiers, main.cpp, tp1.cpp. D'accord? Donc, on va maintenant éditer notre programme que nous avons déjà fait en mode commande. Voilà, donc ça, c'est l'étape édition. Après, on passe à build and run. Donc, l'exécution, la compilation et l'exécution. Et voilà, donc, le IDE, il compile et il exécute le programme. Donc, voilà le premier message, saisir les variables A et B. Voilà, le résultat, c'est C égale A fois B, c'est 14. Donc, on va maintenant noter les fichiers générés par votre IDE après l'exécution de votre programme. Voilà. Donc, vous voyez, il y a deux dossiers qui sont générés. Voilà. Les deux dossiers qui sont générés après l'exécution de notre programme. Après la fermeture de votre IDE, ouvrir encore une fois votre projet. Donc, on va fermer notre code blocks. Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va réouvrir notre projet, d'accord, pour voir comment ouvrir un autre projet qui est déjà fait, d'accord. Alors, on va attendre la fermeture, donc elle est un petit peu lente. On va aller à la question suivante. Faire un compte rendu qui décrit les étapes précédentes avec les prises d'écran, c'est-à-dire l'étape 1, l'utilisation de mode commande et l'utilisation de IDE. Il fallait faire un rapport. Donc voilà un exemple de compte rendu que j'ai déjà reçu. Voilà.
Donc on va prendre un compte rendu. Donc il fallait mettre tout d'abord le nom, le prénom, le code apogée. Voilà. Et après, vous faites en détail les étapes que vous avez fait avec les prises d'écran. D'accord? Et bien sûr, les conclusions. Donc, pour les comptes rendus que j'ai reçus, donc la plupart, je trouve simplement, donc soit je trouve la première question ou bien je trouve la deuxième question, c'est-à-dire soit je trouve le mot de commande, soit je trouve l'utilisation des IDE. Alors que dans le TP, il fallait les faire tous les deux. Donc pour les personnes qui ne possèdent pas un ordinateur et dans le cas actuel, il y a un problème de déplacement, alors vous pouvez juste faire la deuxième partie de la question et vous devez le mentionner comme quoi que vous n'avez pas un ordinateur pour faire le mot de commande. Alors pour faire la deuxième partie sur mobile, c'est simple. Donc téléchargez un IDE, installez votre IDE dans votre téléphone et après vous commencez à faire et compiler vos programmes. D'accord? Alors, c'est pas encore fermé, donc c'est un petit peu lent parce que j'utilise en même temps la machine VMware. Oui, alors c'est tout. Donc, nous avons arrivé à faire, bien sûr, le TP1. J'ai expliqué aussi le travail que vous devez faire à domicile. Donc, ce que je peux dire, nous avons vu les étapes que vous devez suivre pour programmer en C++. Donc, c'est tout. Donc, à la prochaine. Au revoir et merci pour votre attention.